Imaginez un peu, un endroit en Europe où, jusqu'en 2008, le pouvoir appartenait à un seigneur et à 40 familles, comme au plein Moyen-Âge. Eh bien, ce lieu existe, ou plutôt existait, c'est l'île de Sercq. Aujourd'hui, on va décortiquer comment ce dernier bastion féodal est tombé, non pas à cause d'une révolte populaire, mais par une force bien plus moderne et, on peut le dire, bien plus inattendue. Alors, on s'attendrait à quoi? Une révolution, des fourches, des torches? Eh bien non. L'histoire de la chute de Sercq, elle est beaucoup plus subtile que ça. Et franchement, elle nous en dit long sur la vraie nature du pouvoir aujourd'hui. Bon, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps. On met le cap sur Sercq, une île qui, il y a encore très peu de temps, semblait complètement figée dans une autre époque. Imaginez un peu le tableau. Pendant que le monde entier passait à l'heure d'Internet, de la mondialisation, cette petite île-là, au milieu de la Manche, fonctionnait encore avec des lois vieilles de plusieurs siècles. C'était un véritable bond dans le passé, une sorte de capsule temporelle en plein cœur de notre Europe moderne. Ok, mais concrètement, ça marchait comment? Alors, oubliez tout de suite les élections. Là-bas, le pouvoir y venait de la terre et du sang. Le Parlement de l'île était contrôlé par 40 familles de propriétaires. Ces familles se passaient les sièges de génération en génération. Et tout ça sous l'autorité du seigneur de Sercq. Bref, un système complètement verrouillé. Et le truc le plus fou dans tout ça, ce n'est même pas que ce système ait existé. Non, c'est qu'il a tenu jusqu'en 2008. Oui, 2008, c'est-à-dire hier à l'échelle de l'histoire. Ce système, il a tenu bon pendant des siècles, sans problème. Mais voilà que dans les années 90, un grain de sable, ou plutôt deux énormes rochers, vont venir tout gripper. C'est l'arrivée de deux hommes qui sont l'exact opposé de Sercq. La modernité, le capitalisme mondialisé et une fortune colossale. Et pas n'importe qui, on parle de deux des hommes les plus riches du Royaume-Uni. Les propriétaires du Daily Telegraph, de l'hôtel Ritz, rien que ça. Ils débarquent, achètent l'îlot voisin de Breccio et commencent à injecter des millions sur l'île principale. Et c'est là, évidemment, que c'est le choc des mondes. D'un côté, il y a le système de Sercq, avec des lois sur l'héritage d'un autre âge. Par exemple, seul le fils aîné pouvait hériter. Imaginez le cauchemar pour une entreprise moderne. Et de l'autre côté, les frères Barclay. Eux, ils ont besoin de quoi? De flexibilité, de liberté d'entreprendre, de lois du XXIe siècle, quoi. Le conflit était, mais absolument inévitable. Face à ce mur de tradition, on aurait pu imaginer une longue guerre d'usure, non? Mais les frères Barclay, eux, vont dégainer une arme bien plus puissante, et franchement totalement inattendue, les droits de l'homme. Leur arme, ce n'est pas directement l'argent, non, c'est le droit international. Et l'argument d'une simplicité redoutable. Un parlement où les sièges sont héréditaires, par définition, ce n'est pas démocratique. Et donc, ça viole la Convention européenne des droits de l'homme. C'est quand même ironique, non? C'est au nom de la liberté qu'ils vont attaquer le système pour, au final, servir leurs propres intérêts. Et ce qu'il faut bien saisir ici, c'est l'intelligence de la stratégie. Ils n'ont pas mené une révolte, non, c'est une véritable guérilla juridique et médiatique. En s'appuyant sur des normes internationales, ils ont pu court-circuiter complètement les autorités locales et mettre la pression directement sur la couronne britannique pour imposer le changement de l'extérieur. Et ça marche, leur stratégie fonctionne. La justice leur donne raison, le système féodal est condamné. La démocratie triomphe enfin à Sercq. On pourrait se dire, fin de l'histoire, tout est bien qui finit bien. Sauf que, pas du tout. C'est même là que ça devient vraiment intéressant. On est en 2008. Pour la toute première fois de son histoire, le peuple de Sercq vote pour élire ses propres représentants. C'est un moment historique, on est d'accord. Mais le résultat, c'est une douche froide pour les frères Barclay. Des électeurs rejettent leurs candidats et élisent en majorité les défenseurs de la tradition. La réaction des milliardaires ne se fait pas attendre, elle est immédiate et brutale. En représailles, ils ferment tout. Les hôtels, les commerces, ils coupent littéralement les vivres à l'île. Et c'est là tout le paradoxe de cette histoire. Les habitants ont utilisé ce nouveau droit de vote qu'on venait de leur offrir, mais ils n'ont pas voté comme il fallait. Et en punition de leur choix démocratique, ils se prennent en pleine face un chantage économique. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette histoire complètement folle? Parce qu'au-delà de l'anecdote, le cas de Sercq, c'est comme une loupe géante sur les tensions qui existent entre la démocratie, la tradition et le pouvoir de l'argent. Première grande leçon, et elle est de taille, la démocratie à Sercq n'est pas du tout née d'un mouvement populaire, non. Elle a été un outil, un instrument importé de l'extérieur par des acteurs économiques pour qui le système féodal était juste un obstacle à leur profit. L'idéal démocratique, au fond, n'était qu'un prétexte. Deuxième point, on voit très bien comment la démocratie elle-même peut devenir une arme, un bélier. Le concept de démocratie a servi à défoncer la porte de la forteresse féodale. Et une fois la porte ouverte, la menace de retirer les investissements est devenue une nouvelle forme de pouvoir, une laisse pour s'assurer que les nouveaux élus filent droit. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Avoir des élections, ce n'est pas la même chose qu'avoir le pouvoir.
À Sercq, mettre en place une démocratie de façade a même envenimé les choses, en remplaçant un pouvoir aristocratique par un pouvoir économique bien plus direct, bien plus brutal. En gros, on a donné aux habitants le droit de voter, mais on leur a retiré le droit de choisir. En fait, toute cette histoire pourrait se résumer à cette idée, qui fait un peu réfléchir, non ? La démocratie est parfois moins le produit d'une demande populaire qu'un instrument juridique utilisé par des puissances économiques. C'est une idée forte, qui nous oblige à regarder ce qui se cache derrière les grands mots. Au final, l'histoire de Sercq nous laisse avec cette question une question assez dérangeante. Elle nous rappelle que la démocratie, ce n'est pas qu'un bel idéal. C'est aussi et peut-être surtout un champ de bataille où s'affrontent des intérêts très puissants. Et sur ce champ de bataille, parfois la volonté du peuple pèse bien peu face au poids de l'argent. Merci de nous avoir écoutés.